cet après-midi, un but partout. Le potentiel remplaçant du président démissionnaire de la CENI, c'est Corneille Nangaa. Cet ancien secrétaire exécutif adjoint de la centrale électorale a été désigné par la majorité des confessions religieuses, mais l'Église catholique s'était retirée du vote. Recadrage, restructuration de la majorité présidentielle, le secrétariat général se voit renforcé. Koko Nyange de la FDC est désigné secrétaire général adjoint de l'AMP. Mikoulou de l'ARC prend le secrétariat national et André Alain Atundu devient porte-parole de la plateforme. Merci de nous rejoindre. C'est un nouveau visage que présente le bureau politique de la majorité présidentielle. Réuni samedi sous la présidence de son secrétaire général Aubin Minakou, l'AMP a opéré une restructuration de son organe exécutif. 3 personnalités font leur entrée dans le secrétariat général. Il s'agit du député national Koko Nyange de la FDC en qualité de secrétaire général adjoint, du député national Mikoulou de l'ARC qui devient secrétaire national chargé des stratégies et André Alain Atundu devient porte-parole de la plateforme. Parlons encore des acteurs politiques avec cet ouvrage qui vient de paraître à Kinshasa, Un peuple grand pour une grande nation. C'est ce titre qui est également la vision politique du courant des démocrates rénovateurs, un parti issu de l'opposition. Le livre a été porté sur fond baptismaux jeudi. Des idées conçues et coulées dans l'ouvrage intitulé « Un peuple grand pour une grande nation » constitue la vision politique du parti politique de l'opposition courant des démocrates rénovateurs. Présenté ce jeudi, constitué de 5 chapitres, cet ouvrage de 95 pages se veut une importante contribution quant à l'alternance, la démocratie et l'espoir du Congo de demain. L'homme politique vient pour l'apostolat. L'homme politique vient pour rendre un service et non pour se servir lui-même. Donc la démocratie bat de l'aile, parce que le processus électoral lui-même bat de l'aile. Il faut repenser notre démocratie. On a un vrai défi de gouvernance dans le pays. On a un vrai défi de consolidation de la démocratie. On a un vrai défi de climat des affaires. Des institutions passant par les sociales, le développement et les finances, ce bilan évaluation apporte une réponse au regard des richesses dont regorge le pays et le paradoxe vécu. L'État qui protège les investissements privés, l'État qui protège les travailleurs au public comme au privé, l'État qui protège les chômeurs, l'État qui protège les faibles, l'État qui protège les retraités. Donc, nous considérons que cet élément fondamental qui permet de poser des bases pour le développement du pays doit être repensé. Ce parti de l'opposition cher à Jean-Lucien Boussa, député national, propose tout de même certaines pistes de solutions, notamment la réforme dans différentes institutions. L'actualité hebdomadaire, c'est aussi la loi sur la reddition de comptes pour l'exercice 2014 qui a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale. C'était après la réplique du ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, sur les observations et questions des députés nationaux. Ce texte explique la manière dont le gouvernement a exécuté les budgets 2014. Retour sur l'ouverture du débat avec Alain Beaumont. Henri-Yves Moulang, obligé d'abandonner momentanément son bureau pour venir présenter le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2014. Dans sa présentation, le ministre des Finances a déclaré que les recettes du budget 2014 étaient réalisées à hauteur de 73,16% et les dépenses engagées l'ont été à hauteur de 74,36%. Cette exécution du budget 2014 est fort décriée par les élus, toutes tendances confondues. Ce n'est pas normal. Notre instrument de contrôle, c'est la Cour des comptes. Que les comptables d'État publics ne présentent pas leurs comptes individuels à la Cour des comptes. Environ plus de 259 comptables d'État sur plus de 600 comptables d'État. Donc ce qui est grave, c'est-à-dire, dès le départ, les choses sont faussées. C'est pourquoi j'ai demandé effectivement au gouvernement de prendre des mesures draconiennes. Il y a plusieurs années que les mêmes constats reviennent. Mais on ne fait aucun effort pour changer radicalement les choses. On ne respecte pas le budget tel que voté à l'Assemblée nationale. Il y a des dépenses qui ne sont pas prévues mais qui sont exécutées. Il y a dépassement
budgétaire dans certaines institutions. Pour bien préparer les réponses aux préoccupations soulevées par les élus du peuple, 48 heures ont été accordées à l'argentier de la République. Henri-Yves Moulang reviendra donc ce mercredi 21 octobre devant la représentation nationale. Autre titre de ce journal, quelques jours seulement après la démission de l'abbé président de la CENI, on connaît maintenant le nom de son potentiel successeur. 7 des 8 confessions religieuses du pays ont proposé Corneille Nangaa à la tête de cette instance chargée d'organiser les élections. Le nom du remplaçant de Malumalu a été donc présenté au président de l'Assemblée nationale. Ces hommes des dieux ne sont pas venus ce jeudi chez Aubin Minakou pour une séance d'intercession. Bien au contraire, ils sont plutôt là pour présenter au président de l'Assemblée nationale le nom de leur candidat à la succession de l'abbé Apollinaire Malumalu à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. La composante confession religieuse de la société civile a jeté son dévolu sur Corneille Nangaa, actuel secrétaire exécutif adjoint de la centrale électorale. Un choix fait sur base d'un critérium précis. Lorsqu'il y a de telles choses, on les fait par consensus. C'est ainsi que le nom de Corneille Nangaa, qui était sorti par consensus. Le fait qu'il y a un consensus qui s'est dégagé autour d'une personne qui remplit les conditions que nous avons imposées, les conditions politiques, spirituelles, morales, et techniques aussi. Alors nous avons dit, nous tombons sur cela, parce que Dieu peut nous montrer les choses même que nous ne connaissons pas. Reste que ce nom soit entérimé par l'Assemblée nationale avant la nomination du concerné par le chef de l'État. Une réaction, c'est celle de la conférence épiscopale nationale du Congo. Son secrétaire général, l'abbé Léonard Santedi, a dans un communiqué de presse fait observer que l'Église catholique s'était retirée du vote, regrettant qu'il n'y ait pas eu de réel débat autour de cette candidature. On écoute le prélat catholique Léonard Santedi. Nous considérons qu'il n'y a pas un jeu franc dans la plateforme il n'y a pas eu un jeu franc dans la plateforme de confession religieuse. L'histoire s'est répétée, comme lors de la désignation de notre frère, l'abbé Apollinaire. Et donc nous avons un groupe qui en amont a déjà décidé d'un candidat, et ce groupe est 7 confessions. Et quand vous arrivez à 7 contre 1, et donc vous ne pouvez même plus faire un choix. Et donc, c'est pourquoi nous disons que les choses ont été décidées pour nous en amont. Le vote n'était pas un vote. Voilà pourquoi l'Église catholique a refusé d'entrer dans ce qui semble être une parodie des désignations. Hélas, on peut se poser la question, pourquoi c'est là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? Nous ne savons pas. Mais toujours est-il que, pour nous, il ne fallait pas participer à une telle désignation. L'actualité a été également marquée par les 70 ans de l'Organisation des Nations Unies. L'événement a vécu vendredi à Kinshasa. L'RDC, pays membre de l'ONU, compte le plus grand nombre de fonctionnaires des Nations Unies dans le monde, avec plus de 20 000 civils comme militaires œuvrant pour la stabilisation de la RDC. Des chiffres rappelés au public lors de cette célébration. Christian Longo. Nonobstant les averses de cet avant-midi dans la ville-province de Kinshasa, la représentation de l'ONU en RDC a célébré ce vendredi le 70e anniversaire de la création de l'ONU. Une cérémonie qui a débuté avec la lecture du message de Ban Ki-moon par Mamadou Diallo, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Le monde fait face à de nombreuses crises et l'action internationale collective a malheureusement ses limites. Néanmoins, aucun pays ni organisme ne peut seul relever les défis d'aujourd'hui. Les valeurs intemporelles de la Charte des Nations Unies doivent continuer de nous guider. Notre objectif commun, c'est d'unir nos forces pour servir nous, les peuples du monde. L'ONU et la RDC, une relation qui dure depuis l'accession de la RDC à l'indépendance. En ces jours, plus de 20 000 hommes et femmes travaillent en RDC sous la bannière de l'ONU. Le renforcement de cette coopération s'avère donc nécessaire. Plus que jamais, notre mission est celle d'aider les autorités congolaises à stabiliser la RDC. C'est la mission que nous a confiée à la communauté internationale. Soutenir l'effort du gouvernement congolais sur tous les plans.
Depuis mon arrivée ici en RDC il y a quelques mois, je me suis rendu dans plusieurs localités de la RDC, de Shabunda à Kamongo, à Veba, jusqu'à Dungu et Kotokoli. Les résultats de notre étroite collaboration sur le terrain sont clairs. C'est l'heure maintenant de renforcer cette collaboration pour une paix et une stabilité durable en la RDC. 70 ans après sa création, les Nations Unies font aujourd'hui face à d'autres défis pour la sécurisation de la planète. Si lors de sa création, l'Organisation des Nations Unies était consacrée à la promotion de la paix entre les nations en évitant la survenance des guerres entre États, depuis lors, les menaces auxquelles le monde est confronté sont d'une autre nature. Maintenant, la paix n'est plus nécessairement menacée par des États, mais par des hordes de barbares d'un type nouveau qui créent désolation, destruction, exode de peuples à travers le monde. J'ai cité les terroristes et leur terrorisme qui ne respectent aucun code, aucune réglementation internationale, aucune vie humaine. Le 24 octobre est célébré comme journée de l'ONU dans 193 États membres qui composent cette organisation, et cela depuis 1948. Nous allons nous rendre à Goma. Une marche en faveur de la paix a été organisée par l'organisation Marche mondiale des femmes. Marche qui a connu la participation de près de 1000 personnes représentant de toutes les femmes de la province. Témoin de l'événement, Patrick Sialoua. Toutes vêtues de foulards blancs en signe de paix, ces femmes ont fait 15 km de marche du quartier Ndosho à l'extrême ouest de Goma jusqu'ici à la tribune ONC sur le boulevard Kanyamuhanga en plein centre-ville. Sur des papiers que tenaient ces femmes, l'on pouvait lire la paix à Rutshuru, la paix à Nyiragongo, à Walikale et partout au Nord Kivu. Pour ces femmes, avec des colombes jetées en l'air en signe de paix, tout le monde doit participer à la recherche de cette denrée rare pour le développement du Nord Kivu. Pour compatir, pour essayer d'encourager ces femmes qui sont en train de fuir la guerre, nous avons fait une marche de 15 km pour nous faire souffrir un peu et voir que nous pensons à ces femmes-là qui sont en train de souffrir dans les camps de déplacés, qui passent la nuit à la belle étoile à cause du manque de paix. Quand il n'y a pas de paix, il y a des kidnappings, il y a des assassinats, il y a l'insécurité, il y a des enlèvements. Les femmes ne peuvent pas travailler. Donc ce sont les familles qui vont souffrir. C'est pour cela que nous, comme nous savons que ce sont les femmes qui sont des victimes, c'est pour cela que nous avons jugé bon de travailler sur la question de la paix, en commençant par une marche de paix. Sur les lèvres de toutes les manifestantes, parmi lesquelles une fillette touchée par des guerres en répétition, le maître mot reste la paix. Nous sommes nés dans la guerre, nous sommes grandis dans la guerre, nous voulons la paix. Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre de la 4e action mondiale de la Marche mondiale des femmes qui se tient au Québec. À l'enseignement supérieur et universitaire, c'est le lundi dernier qu'a eu lieu la rentrée académique de manière effective. Pour ce faire, nos reporters ont fait la ronde de certaines institutions universitaires, notamment l'Institut supérieur de commerce et l'Université pédagogique nationale. Si à l'IEC le corps enseignant a brillé de son absence, à l'UPEN, le campus était désert, les auditoires à moitié vides d'étudiants. Bien qu'effectif, le rendez-vous de la rentrée académique n'a pas tenu toutes ses promesses. Une amertume pour Moïse Kapajika, qui rêvait tout beau ses premiers pas universitaires. Je ne peux pas dire bien, parce qu'on n'a pas étudié jusqu'à maintenant. On n'a pas encore vraiment commencé les cours comme il se devrait. Les professeurs ne sont pas venus et jusqu'alors, nous n'avons encore commencé les cours. Plutôt, autre son de cloche pour certains étudiants qui, malgré les absences remarquées des professeurs dans les auditoires, sortent quand même avec une note positive de cette première journée de cours. Pour moi, ça s'est très bien passé, donc tout est OK. L'effort que je dois faire d'améliorer un peu mon anglais, parce que là, dans notre auditoire, on parle qu'anglais. La plupart des professeurs qui sont là, ils parlent qu'anglais, nous ont demandé d'améliorer notre façon de parler. Du monde dans la zone universitaire, dans les auditoires ou pas, c'est la tendance. Les premiers jours de la rentrée académique en RDC n'y sont pas le bienvenu. Pas de quoi en faire un drame.
Nous sommes sur le site depuis 7h30 pour accueillir surtout les nouveaux étudiants qui viennent en première année de graduat. Et comme c'est le premier jour, il y a certains professeurs qui ne sont pas représentés, mais la rentrée a été effective aujourd'hui. On a fait le conseil de l'université et la plupart des doyens nous ont dit que tout est terminé et qu'ils sont en train de faire le palmarès pour transmettre au niveau du secrétaire général académique qui à son tour pourra envoyer au ministère. Et de l'absence des professeurs sur les sites, un vent passager qui ne rentre guère dans le lot d'une crise au sein du corps professoral pour le cas de l'Université pédagogique nationale. Ce n'est pas une crise comme telle, c'est une revendication. Nous tous, nous sommes agents de l'État. Les conditions salariales des professeurs, nous cherchons à ce que ça soit amélioré. Alors, comme nous avons posé le problème déjà, la commission va étudier la faisabilité. Et on va nous répondre. Mais de problèmes persistent malgré la rentrée, comme le sort de certains étudiants qui ne sont pas encore fixés sur leur avenir estudiantin. Chez nous, c'est seulement les étudiants déjà qui ont débuté aujourd'hui, c'est lundi. Nous entendons les recours des autres qui n'ont pas pu satisfaire. L'actualité de la semaine, c'est aussi ce bilan. Un mort, 2 personnes enlevées et 3 maisons et kiosques incendiés. L'incursion des ADF dans l'agglomération de Mamiki, autour de la commune rurale d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, au nord Kivu, a laissé des traces. Le calme est revenu lundi après l'intervention musclée des forces armées de la République démocratique du Congo. Eric Kasmoussi. Les assaillants identifiés au présumé ADF ont surgi dans ce village situé à l'est d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, autour des 18 heures locales. Et les habitants n'ont pas hésité à utiliser leurs jambes pour les centres de la commune rurale d'Oïcha. Des sources sur place rapportent que les assaillants ont pillé des biens de valeur et de petits bétails. Dans un ménage où ils ont enlevé 2 personnes, le chef de ce ménage, Paluku Mayaka, rencontre ce calvaire. Ils ont détruit ma maison, ils nous ont rencontrés là-bas et m'ont posé la question de savoir si je voulais mourir. Ils m'ont demandé d'aller à l'extérieur et j'ai rencontré là-bas leurs amis. Ils m'ont demandé de rester là et commencé à me tabasser. Quand ils sont entrés dans la maison du voisin, c'est à ces moments-là que je me suis enfui. Hier, nous avons manqué de secours, mais ils ont emporté ma femme et mon petit-fils. L'administrateur du territoire de Béni invite à cette occasion la population au calme. Bernard Amissi Kalunda. Lorsqu'il y a panique, nécessairement, on observe ces mouvements, mais nous demandons à la population de retourner dans leur maison. L'ennemi a fait ce qu'il a fait, mais il y a des dispositions. Toutes les issues sont bien gardées. Les assauts à répétition des ADF seraient dus aux effectifs réduits des forces armées de la République démocratique du Congo autour de Oïcha, pensent certaines opinions. Un avis qui rejette par ailleurs les commandants du secteur opérationnel Grand Nord et Soukola 1, le général de brigade Mbangu Machita Marcel. La mission de l'armée n'est pas celle de sécuriser les agglomérations. C'est un travail de la police. Malheureusement, la situation nous imposée par ces terroristes nous demande à ce que nous puissions non seulement déployer dans les agglomérations, mais aussi sur les axes. Donc cela entraîne effectivement que nous puissions éparpiller nos forces. Notons que cette attaque est la deuxième à l'espace de 7 jours seulement dans la même région. Béni, Erika Soumouissi, Biouane. En sport, Ligue nationale de football, 7e journée, suite, ni vainqueur ni vaincu. Cet après-midi, entre le DSMP et le FC Moké de Kinshasa, score final 1 but partout au Marquoir. Hier samedi, on a également joué pour la Lina Foot. Nous en parlons tout de suite avec Jean-Louis Kanda, juste après cette transition. Jean-Luc Kanda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guilain Kabalundi. Alors faites-nous le point de tous les résultats sur les sites ouest et centre du pays. Oui, donc sur le site ouest, on a enregistré Air Racing Club de Kinshasa, Shark 11, c'était 0-0. Le Sporting Club Rogelou est lourdement tombé face avec Club hier, 0-4. L'Amica Sportif Dragon a dominé l'équipe de Vutuka de Kikwit, 3-1. C'était cet après-midi au stade Père Raphaël de la Kétu. Les Moquets de Kinshasa a partagé avec le DCMP 1 but partout. Et enfin, le Tukapa Lima, dans le derby du Congo central, a dominé Nord Sport sous le score de 1-0. Site centre-sud, le TP Mazembe a joué hier soir et a partagé avec Bazano. Mazembe en ce moment est déjà au Maroc
pour préparer sa finale aller de la Ligue des Champions qui aura lieu le week-end prochain. Lubumbashi Sport est tombé face au Saint-Éloi Lupopo 0-2. Sangabalinda a dominé Don Bosco 2-1. Chinkunku a battu Océan Pacifique 1-0. Enfin, AS Bantou New Sogère 1 but partout. Il faut dire que dans le site ouest, VEC Club et les DSMP sont à la tête du site. Dites-nous comment le départager. Il y a deux solutions. Si on se confère au goal différence, VEC Club est largement supérieur avec beaucoup de buts marqués. Mais il y a aussi la loi qui est récente, pas nouvelle mais récente, de la confrontation directe. Le DCMP a battu VEC Club 1-0 il y a 2 semaines. Alors par le goal différence particulier, c'est le DCMP qui prendra la tête du site ouest. Mais n'oublions pas que il faudra voir pour quelle option prendra la Linafoot pour, disons, ce sont les deux options, mais jusque-là, c'est peut-être la confrontation directe qui joue en faveur de DCMP. Mais le goal average joue en faveur de VEC Club. En attendant la prochaine rencontre de la Linafoot, demain, il y aura un match insolite, on peut le dire ainsi. Parlons-en. Oui, donc 3 minutes de match, c'est ce qui est prévu, puisqu'il ne restait plus que 3 minutes le 3 octobre dernier. Oui, il s'agit de quelle... À la rencontre Shark 11 Football Club VEC Club, le match s'est arrêté à pratiquement 0-0 et il ne restait plus que 3 minutes et le temps avait été arrêté pendant 10 minutes. Donc si on comptabilise, ça fait 13 minutes. Mais par rapport au temps réglementaire, c'est 3 minutes. Mais demain, ce match aura lieu à 8 heures. Au stade Père Raphaël de la Kétule, donc on aura pratiquement ce scénario-là, donc un match de 3 minutes, puisque pour la première fois, cette loi a été appliquée cette année en Confédération africaine de football. C'était lors de la Coupe de la CAF entre l'Espérance Tunis et le Stade malien. C'était suite à un problème d'intempéries et le Stade malien l'avait emporté, mais en 35 minutes. Ok, Jean-Luc Kainda, merci pour cette précision de sport. Merci Guylain Kabalundi. Mal soignée, elle peut évoluer jusqu'à conduire à une intervention chirurgicale lorsque les malades connaissent une perforation intestinale. Pourtant, le respect strict de mesures d'hygiène est des rigueurs. Suivons ce reportage. C'est très difficile de faire attention au lavage de mains, surtout pour nous qui passons beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Nous savons qu'il y a beaucoup d'inconvénients à ne pas respecter la pratique de lavage de mains. Mais que faire? Nous oublions parfois. Des propos qui justifient ces comportements favorisant la recrudescence de la fièvre typhoïde en République démocratique du Congo. Le non-respect de principes d'hygiène contribue à l'augmentation du taux de mortalité lié à ces maladies dites de mains sales à près de 30%. La fièvre typhoïde, c'est une maladie causée par une bactérie qu'on appelle le salmonella. Généralement, les signes, c'est comme des signes banaux, comme on peut parfois confondre à la malaria, avec une fièvre continue, permanente, avec une fatigue intense associée à cela, douleur abdominale, fièvre et autre chose. Là, nous pouvons dire que le malade est, on peut dire qu'on est en phase de voir une malade faisant la fièvre typhoïde. Mais le diagnostic n'est pas seulement clinique. Le diagnostic de la fièvre typhoïde, c'est surtout en faisant l'hémoculture. À Kinshasa comme à l'intérieur du pays, la fièvre typhoïde fait rage. En toile de fond, la précarité caractérisée par un déficit d'hygiène de vie et environnementale. La plupart des personnes sont infectées après avoir consommé des aliments ou de boissons ayant été manipulés par un sujet malade, porteur du microbe salmonella, ou encore par l'eau contaminée. Et cela se transmet généralement, la transmission est orofécale. Je veux dire que ça se transmet par les matières fécales et au niveau de la bouche de l'homme. Alors, on est contaminé lorsque on va faire les selles, on n'a pas bien nettoyé les mains, et puis on vient saluer quelqu'un, donc la personne qui vous touche, et parfois il met la main dans la bouche, ou alors il veut manger un pain sans se laver les mains, et puis il est contaminé comme ça. Ou alors on n'a pas lavé les mains, on n'a pas salué les gens, mais on a touché le poignet de la porte, et le petit frère ou notre personne touche le même poignet de la porte, et il prend les germes que vous avez déposés là, et il peut manger ça.
La prise en charge de cette pathologie, une autre paire de manches, surtout dans le contexte quinois où l'automédication, le manque d'information et l'amateurisme gagnent du terrain. Le constat fait est que le diagnostic de la typhoïde est devenu presque monnaie courante, faisant ainsi le bonheur de certains professionnels de la santé qui les diagnostiquent parfois à tort. Et voilà qui met un terme à ce journal Retro. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous. À bientôt.